Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et d'attendre encore peut-être une minute, mais là je pense il est 10h06, Nolwenn, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va commencer. Très bien. Il y a pas mal de personnes déjà. Mm. Ils nous disent tous bonjour dans le chat. Voilà. Eh ben, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de webinaire au cours duquel on souhaitait vous présenter un petit peu, revenir sur le dispositif pilote décrit dans les appels à financement de la vague 2 pour l'hôpital et présenter le contenu de ces PV, en tout cas des modèles qui ont été faits et des mentions obligatoires qui figureront sur ces modèles pour le DPI et pour les PFI. Donc, participeront à ce webinaire, je vais y arriver, Clara Morlière, que vous connaissez normalement tous de la DNS, Task Force Hôpital. Inès Will ne pourra pas finalement nous rejoindre, mais elle est avec nous sur autre chose et puis elle a quand même participé à l'élaboration de tous ces documents. Moi-même, bien sûr, et Fabien Gottman de l'agence pour beaucoup d'entre vous aussi, est un interlocuteur régulier côté hôpital sur la partie interaction Task Force Hôpital éditeur du secteur. Voilà, donc petit rappel habituel sur les règles. Par défaut, les micros sont coupés. Si besoin d'explications ou autres, bien sûr, vous pourrez les ouvrir. On fera autant que possible, on répondra au fil de l'eau aux questions que vous poserez dans le chat. Et puis, on s'interrompra en fonction du fil des questions pour apporter toutes les précisions nécessaires aux étapes clés de cette présentation. Donc, notre ordre du jour va être celui-là, très rapide rappel sur les jalons de la vague 2 et notamment surtout celui à venir très très rapidement en novembre. On reviendra sur l'éligibilité des établissements et sur l'éligibilité en termes de forfait vague 1, vague 2, à quoi est-ce que ça correspond. Et ensuite, on passera de toute façon la majorité de notre temps de webinaire sur le dispositif d'établissement pilote et les PV. Voilà. Donc, sur ces rappels sur lesquels je vais faire vite, parce que je pense que là, vous êtes tous bien au courant, mais ça fait pas de mal parfois de revenir dessus. On rappelle les dispositifs donc publiés depuis le mois de mai, le guichet de référencement ouvert depuis juin, le guichet des bons de commande, je ne sais pas s'il est bien en visibilité de tout le monde, il est ouvert depuis le 12 septembre avec un enrôlement anticipé possible auprès de l'ASP. La base des établissements éligibles pour retrouver les finesses PMSI de vos établissements clients et les forfaits associés qui est toujours en ligne sur le site de l'ANS, ainsi que tous les éléments côté portail industriel nécessaires tout ce dont vous devez avoir connaissance pour pouvoir finaliser les référencements, que ce soit sur DPI ou PFI. Voilà. Et ce qu'on voulait bien mettre en évidence, d'une part, c'était cette date du 19 novembre. Je pense que là, tout le monde est à peu près au rendez-vous, mais au cas où, le 19 novembre, c'est la date limite à laquelle vous devez tous avoir déposé la candidature pour l'éligibilité d'une solution logicielle, donc une candidature par solution logicielle, par éditeur. Si en tant qu'éditeur, vous avez plusieurs solutions à référencer, il faut déposer cette éligibilité avant le 19 novembre, cette candidature, pardon.
au moins une première fois. Donc ensuite, il y a des échanges qui peuvent avoir lieu, mais au moins avoir déposé les éléments avant le 19, qui arrive donc très très vite. Donc c'est bien évidemment pas le dépôt des preuves, hein. On est d'accord, on est sur la candidature sur un plan administratif uniquement. C'est facile à comprendre pour tous ceux qui ont déjà joué en vague 1, mais bon, c'est pas toujours très clair quand on n'a pas vécu 3 ans de Ségur pour ceux qui lancent les solutions à partir de cette vague 2. Pardon. Donc, la date du 19 novembre sur cette candidature. Et puis là, on voulait faire un tout petit rappel aussi sur le déroulé du référencement. Donc là, je viens de parler de cette période de candidature administrative sur la phase 1. La deuxième phase, c'est le dépôt des dossiers de preuves que vous pouvez déposer par chapitre et non plus tout ensemble comme c'était le cas sur la vague 1. Donc, vous pouvez progressivement déposer des preuves qui sont étudiées elles-mêmes chapitre par chapitre à l'ANS. Une fois que toutes ces preuves ont été instruites, vous recevez de la part de l'ANS une convention de référencement à signer, qui est à renvoyer à l'ANS. Et lorsque cette convention a été signée par vous, il y a un collège de référencement qui se réunit à l'ANS, qui étudie l'ensemble des conclusions de l'équipe de référencement, des auditeurs qui étudient les preuves, qui réétudie un certain nombre, qui représente un certain nombre de preuves demandées de manière aléatoire au sein du collège. Et si tout se passe bien, on aboutit à une décision de référencement, donc signature de la convention par la directrice générale de l'ANS et attribution du référencement. Donc voilà, petit rappel sur toutes ces étapes nécessaires par lesquelles on doit passer pour arriver in fine à l'attribution du référencement pour une solution logicielle. Et ces petits rappels étant faits, je vais passer la parole à Clara sur l'éligibilité, un petit focus sur les prestations Ségur vague 2. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on s'est dit qu'on en profitait aussi de ce webinaire, même si le focus sera sur les pilotes, de faire quelques rappels, notamment du fait de certaines questions que l'on a eues. Donc, notamment, là, Nolwenn vient de faire ce rappel sur la partie référencement. Et comme sur la partie PV pilote, il y a la partie financement. Vous m'entendez pas très bien ? La partie financement, c'était intéressant aussi de faire ce rappel. Donc, notamment pour ceux qui étaient en vague 1, hein, il y a comme en vague 1 la prestation Ségur vague 2, pour ceux qui disposent déjà de la mise à jour de la vague 1, mais comme on souhaitait être, puisque le terme c'est système ouvert et non sélectif, le plus inclusif possible, il me paraissait important de proposer une prestation aussi qui englobe à la fois la vague 1 et la vague 2 pour vous inciter, ainsi que les établissements qui n'étaient pas encore dans le dispositif, de mettre à jour leur solution. Attention, il y a quelques conditions d'éligibilité à cette prestation vague 1 plus vague 2. C'est bien le fait qu'elle est strictement réservée à des clients qui n'ont pas bénéficié d'une prestation vague 1. Mais aussi qui n'ont pas financé à leurs frais la mise à jour vers une version référencée vague 1. Pourquoi cela ? Parce que ça voulait dire que c'est financé 2 fois, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, à partir du moment où tout client ne correspondant pas à cette situation n'est éligible, ils sont éligibles, mais que à la prestation vague 2. Donc, et on rappelle également, parce que ça a été des questions, qu'il n'y a qu'une seule prestation par sens, donc qu'un seul DPI et qu'une seule PFI qui peut être financée. On a eu des cas de doublons en vague 1. Donc ça, c'est un des éléments très importants dont on tire les conséquences et l'enseignement pour la vague 2, à bien rappeler qu'il n'y a qu'une seule prestation financée pour chacun des dispositifs pour les établissements. Et on passe à la slide suivante, quelques rappels qui sont faits au sein des appels à financement. C'est le chapitre 3 qui mentionne la prestation du chapitre précédent, mais aussi
éléments sur le fait qu'on ne conditionne pas une commande à un réengagement, une souscription à titre onéreux d'une option ou d'un module. Ça avait fait l'objet de pas mal de discussions en Vagune sur le sujet. C'est une prestation qui est du coup pour l'ensemble des fonctionnalités que l'on finance non rattachées à d'autres modules de la solution. Enfin, il y avait eu beaucoup d'éléments et de discussions sur le sujet des versions obsolètes. Et donc le rattrapage ne peut être effectué à titre onéreux que si la version a été déclarée comme obsolète par l'éditeur lors de son processus de référencement. Ça, c'est très important parce qu'on avait eu beaucoup d'éléments sur le reste à charge, des restes à charge qui n'étaient pas forcément toujours bien compris par et les éditeurs et les établissements. Et donc, on est venu préciser ce point-là dans l'appel à financement de la vague 2 sur ces versions obsolètes. Donc ça, c'est des éléments qui sont rappelés donc, dans les documents réglementaires. Les autres éléments, c'est que on a aussi publié en Vagune, l'ANS a publié sur son site internet l'ensemble des informations sur la liste des solutions ayant obtenu le référencement. Mais il y a eu beaucoup de questions aussi sur les solutions qui étaient en cours de référencement pour avoir une certaine visibilité sur ce processus. Et donc, c'est effectivement des éléments qui seront mis à jour sur le site internet, ainsi que du coup l'éventuel statut obsolète d'une version, là encore pour être plus précis sur les éléments qui restent à charge ou non. Enfin, des précisions sur le périmètre de la prestation, avec donc au niveau de la vague 2, une limite de 5 années sur la partie droit d'utilisation du contrat incluant les renouvellements. Et même si c'est pas tant pour le couloir hôpital que pour aussi d'autres couloirs où on a harmonisé, le fait que l'installation, la configuration et la qualification peut être fait à la demande de l'établissement, y compris en heure et jour non ouvrés. Ensuite, il y a la mise en œuvre des flux. Là, on va revenir de façon très conséquente sur la partie flux dans les slides suivantes. Et ensuite, la maintenance corrective est également dans la limite de 5 années. Voilà, qui sont les éléments un peu nouveaux, sachant qu'on avait aussi apporté, notamment sur la partie des pays, des éléments de précision sur l'action de formation des référents utilisateurs, qui avait été l'objet de nombreuses questions. Voilà pour cette partie. Nolwenn, je crois qu'il y a une question sur qu'on peut peut-être prendre maintenant. On s'était dit qu'on prenait les questions. Bien sûr. Ouais. Donc, il y a une question sur quelle est la définition d'obsolète. Il est écrit en amont de la date 0. Donc, la date 0, c'est la date de lancement des dispositifs. Et donc, la version obsolète, c'est qu'elle a été déclarée obsolète par l'éditeur et que donc cet élément a été communiqué à l'ensemble des clients et que c'est également déclaré à l'ANS pour justement la publication sur le site pour la visibilité de cette information-là. N'est-ce pas, Manon? Oui, tout à fait. Donc oui, la date 0 est déjà passée en fait. Et a-t-on plus, mais ça on avait pas mal communiqué, c'est juste des grands rappels. A-t-on plus d'explications sur le heure, jour non ouvré? Oui, c'est qu'en fait, il y avait eu déjà des situations où, en fait, il y avait eu des mises à jour qui avaient été extrêmement longues et qui avaient pris du temps de prise en charge sur à la fois des établissements ou d'autres structures, et que c'était important de pouvoir préciser cet élément-là dans les AF. Voilà. Ça, c'est entre l'éditeur et l'établissement. Voilà. Voilà.
Alors, sur le focus sur les établissements pilotes, donc peut-être aussi pour faire un petit peu l'historique, hein, pour ceux, encore une fois, il y a des personnes autour de cette visio qui ont largement participé aux ateliers, mais peut-être d'autres qui étaient un peu plus loin. Donc, en Vagum, hein, on a observé beaucoup, on était tous à donner des calendriers, hein, qui étaient assez ambitieux pour arriver collectivement à notre objectif. Mais donc, ce calendrier a fait qu'il y a eu un certain nombre de développements peut-être rapidement ou trop rapidement faits et qui avaient donc eu un impact sur les solutions, les rendant parfois un peu instables ou en tout cas fragiles. Et une fois qu'elles avaient été déployées à grande échelle, cette fragilité était donc également à grande échelle. Donc l'objectif de ces pilotes, c'est de pouvoir justement vérifier le bon fonctionnement de la version VAC 2 au sein des établissements avant la généralisation complète de cette version-là. Donc ça, c'est l'objectif global. Après, nous, on est venu mettre en œuvre une certaine façon de faire dans l'appel à financement, qui consiste à sélectionner donc 3 établissements pilotes qui seront donc signataires de ce qu'on appelle le procès verbal des pilotes et qui va venir donc après la période des bons de commande valider le bon fonctionnement et la bonne réalisation de la prestation. Et ensuite, une fois que ces 3 pilotes ont été signataires de ce procès verbal, alors le fournisseur, les éditeurs peuvent justement déployer et obtenir leur demande de financement sur les autres installations. Donc c'est pour ça que ce premier paragraphe, hein, on précise bien que le fournisseur ne peut déposer de demande de paiement de solde uniquement avant d'avoir justifié la réalisation complète et conforme de ses premières prestations Ségur sur le périmètre des pilotes. Donc, comme je disais juste après, on a défini le nombre à 3 clients qui sont librement choisis par le fournisseur. Et donc, dès lors que donc ces 3 clients doivent avoir bien entendu une demande d'avance avec un bon de commande qui a été validé par l'ASP pour les 3 clients concernés. Donc ça, bien sûr, c'est un prérequis. Vous devez être référencé, vous devez avoir un bon de commande signé par ce client et avoir fait la demande auprès de l'ASP qui doit être validée pour bien valider ces pilotes. Et ensuite, une fois que donc il y a l'installation de la version Ségur mise en production, pour justifier de ce bon fonctionnement et de la bonne réalisation de la prestation, il y a un procès verbal qui est donc l'objet de la présentation aujourd'hui d'installation qui est donc signé par le client pour valider cette stabilité de la solution logicielle. Donc, comme je le rappelais, il y a 3 établissements pilotes signataires du procès verbal, librement choisis par le fournisseur, dans la mesure où ils remplissent donc le périmètre d'installation attendu et décrit, et qu'un même établissement peut être pilote à la fois sur les 2 dispositifs DPI et PFI. Et donc, effectivement, le PV pilote vaut pour validation d'aptitude Ségur pour ces commandes et que, comme je le disais tout à l'heure, la validation de la conformité de ces PV autorise le dépôt des autres demandes de solde pour l'ensemble de la solution. Je ne sais pas, Nolwenn, si tu as des éléments que tu souhaitais compléter. Non, c'était bon. Alors, on a une petite question de Guillaume. Nous sommes bien sur un statut VA sur le pilote également. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Peut-être. C'est la slide là, non? La première partie. Je ne sais pas si cette question
se rapporte à la période d'observation, en fait. Parce que une des différences importantes entre les autres commandes pour lesquelles on ne demande pas le PV pilote, c'est la période d'observation d'un mois minimum avant de pouvoir signer ce PV pilote. Donc, je ne sais pas, Guillaume, si c'était ça l'objet de cette question. Peut-être qu'on peut continuer à dérouler, Nolwenn, et on ouvrira les micros pour que les personnes puissent préciser. Donc voilà, je pense que l'objet, je l'ai bien évoqué dans la précédente slide, et c'est ce que vient d'évoquer Nolwenn. En fait, il y a ce besoin qu'il y ait une période d'observation de la stabilité de la solution qui est d'au moins un mois de la solution en production. Encore une fois, c'est parce que ça a été observé en vagune, le fait que tout à l'heure je parlais de fragilité, cette stabilité est quand même essentielle pour les établissements et pour nous. Et donc, le PV atteste de la bonne exécution. Et donc, il y a tout un tas d'éléments qu'on vient vous présenter aujourd'hui pour permettre cet élément-là. La structure du document, elle est la suivante. Il y a évidemment l'identification des parties prenantes, côté notamment de l'établissement, avec ses différents éléments d'identification, notamment son finesse, et de quelle est la prestation Ségur. Est-ce que c'est une prestation uniquement vague 2 ou vague 1 plus vague 2? Ensuite, il y a une description de la prestation des Ségur réalisées avec des éléments communs que vous verrez dans les deux PV côté DPI et PFI. Et ensuite, évidemment, comme ce n'est pas la même chose, des éléments spécifiques avec la description des flux installés. Et de même, une capacité à vérifier la liste des fonctionnalités Ségur, dont le fonctionnement dans les conditions normales d'exploitation. C'est tout l'objectif, comme on évoquait, d'avoir à la fois les fonctionnalités et leur stabilité. Donc, c'est des éléments qui sont évidemment différents côté DPI et PFI, et quand ils vont un peu loin dans le fait que l'établissement a bien vérifié avec l'éditeur un certain nombre de points. Ensuite, on a quelques éléments d'information qualitative pour information et une partie commentaire à compléter, notamment si une partie de la prestation a été réalisée par l'établissement à sa demande. Et voilà, du fait que le signataire, c'est bien l'établissement, le client, toutes les fonctionnalités doivent être validées par l'établissement. Voilà, donc il a précisé, il a demandé, donc c'est une VA avec un mois d'observation. Donc ça, c'est bien dans le cadre des pilotes qui, du coup, permettent de dire, à partir du moment où il y a 3 clients qui ont vérifié cette stabilité, évidemment, idéalement, c'est des clients avec des configurations un petit peu différentes pour permettre justement de s'assurer que ce soit bien stable. Et ensuite, il y a l'ensemble des autres projets de la vague 2 qui est du coup une autre qui répond au VA. Et alors, on a deux autres questions par rapport au fait qu'on puisse être pilote pour PFI et pas pour DPI, comment peut-on valider si le DPI n'est pas installé, comment peut-on valider le PFI pilote? Et ça fait partie du teasing en cours. On va passer à la suite. En fait, ça a été un petit casse-tête. Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas oublier, et nous avons essayé de ne pas l'oublier, ces dispositifs en termes de financement sont indépendants. Donc, il fallait absolument pouvoir de toute façon valider un pilote PFI qui n'est pas forcément pilote DPI et pouvoir valider un pilote PFI ou DPI qui sur un environnement où le reste n'est pas forcément installé. Ce qui fait parce que sinon, on vous embarque bien évidemment dans des processus qui peuvent être un petit peu complexes si on a 2 éditeurs qui n'avancent pas, qui ne programment pas les installations à dans la même temporalité. Alors évidemment, du coup, on se retrouve avec des PV pilotes qui ne peuvent pas complètement valider
le contenu des fonctionnalités, mais bon, voilà, dans certaines conditions, ce sera accepté, même si pour vous, comme pour vos établissements, comme pour nous, ce serait évidemment moins intéressant de ne pas pouvoir tout valider parce que c'est aussi pour vous la validation auprès de l'ensemble de vos clients que ça fonctionne, quoi, et que ça a été bien mis en production. C'est aussi ça tout l'intérêt de ces fameux pilotes. Donc, du coup, pour voir ça, on vous propose de rentrer dans le dur du sujet. On va dérouler le contenu de ces fameux PV. Donc, ça va être un petit peu long, mais au moins comme ça, vous avez tout ici. Et puis ensuite, ce sera mis en ligne après nos échanges de ce matin. Donc, Oui, voilà. Manuel, je préviens tout le monde. On a partagé la présentation en interne. On nous a dit qu'il fallait s'accrocher. Donc, on vous embarque, mais Voilà. on vous prévient tout de suite. On a pris le parti de vouloir bien vous présenter l'ensemble des éléments et donc de parcourir le PV ensemble, ce qui nous paraît être répondre à votre question, notamment la question des fédérations industrielles. Mais donc, il faut s'accrocher. Ceux qui ont des questions, que ce soit maintenant ou plus tard, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si des éléments ne sont pas clairs. Voilà, alors, un peu de courage, concentration, c'est parti. Donc, la première, on vous épargne quand même la partie, le premier élément dont Clara a parlé tout à l'heure, qui est l'identification des parties, hein. Là, c'est bon, tout le monde met son nom, son finesse, son identifiant de commande, etc. On ne revient pas là-dessus. Et on va commencer sur la première partie du contenu de ce PV, qui est les éléments communs. Donc ça, vous le retrouverez dans les deux, dans le PV côté de l'EPI et côté PFI. Voilà ce qu'il y a, c'est des termes génériques qui permettent de dire que on a constaté le bon fonctionnement de l'ensemble de la solution, que la prestation est terminée, etc. Avec, donc, comme on disait tout à l'heure, on aura une zone de commentaires en fin de PV qui permet de préciser ce qui n'a pas été installé par le fournisseur à la demande de l'établissement. Et donc là, ce sera précisé obligatoirement en fin de PV. J'avance. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire vos remarques dans le chat au fil de l'eau. Donc là, on retrouve ici un ensemble d'éléments qui doivent être, qui sont listés dans la description de la prestation ou au niveau du REM sur ce qui doit être fourni. Et en disant ça, je pense à la procédure sauvegarde et restauration, puisqu'on est dans le cadre d'une exigence à ce niveau-là. Le reste, c'est l'ensemble, c'est la description de la prestation telle qu'elle est décrite dans les appels à financement. Et là, on va passer à ce qui est spécifique au DPI. Donc, on vous a remis pour information le petit schéma qui se trouve dans les DSR. Donc, on va se concentrer sur cette partie-là en orange au niveau des flux et au niveau des fonctionnalités du DPI. Et évidemment, c'est là où au niveau des flux, on va avoir des petites limitations en fonction des autres applications. Donc, un flux qui doit forcément exister puisque lui, il n'est pas dépendant d'autres applications du système d'information, c'est la consultation du DMP. Donc, avec au moins une transaction de consultation. Ça, c'est un élément, au moins une transaction de consultation, c'est un élément de contrôle de toutes les VA, hein, par ailleurs, qui est écrit dans les appels à financement. Et puis, on a ici donc un premier flux qu'on a repris par rapport à ce qui est attendu. Et donc, l'intégration dans le DPI d'un flux en provenance du référentiel d'identité dans la version IHEPAM telle qu'elle est décrite, qui permet, vous savez, d'intégrer notamment les notions de consentement patient. Alors, il faut avoir mis en place ce flux, mais en réalité, on sait qu'il peut y avoir donc le format IHEPAM. Comme en VAG1, vous savez qu'on considère qu'on est sur des briques fonctionnelles qui peuvent être partie d'un tout, d'une base, et dans ce cas-là, qui ne nécessite pas
la mise en place de flux IHEPAM, mais on est sur une base unique et dans ce cas-là, on est dans un même logiciel. Donc, évidemment, on ne touche pas, on ne vient pas imposer un format d'échange, surtout en interne à un logiciel. Donc, c'est possible de ne pas avoir un flux IHEPAM dans ce cas-là. Et puis, sinon, on a aussi cette option de la fonction référentiel d'identité n'étant pas disponible au moment de la signature, puisqu'on a un autre éditeur dans la boucle. On ne peut pas valider le fait que ça a été constaté en production. Si je continue sur les flux, donc vous avez bien sûr tous en tête, vous connaissez par cœur le petit schéma qu'on a vu tout à l'heure, les échanges entre DPI et PFI. Donc on a les documents sortants vers MSS et vers le DMP, donc dont le format a été revu là. On a revu une partie en vague 2. Donc là aussi, il y a ce format-là qui est inclus dans la prestation. Si on n'est pas sur des logiciels distincts, c'est pas forcément ce format-là. On n'impose pas nous, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord, l'établissement peut exiger avoir ce format HL7 tel qu'il est décrit dans la vague 2. Et dans ce cas-là, il fait obligatoirement partie de la prestation Ségur. Maintenant, si votre établissement, votre client préfère garder le flux antérieur, ne pas évoluer, etc., ou si on est sur un même logiciel, évidemment, on n'impose pas ce format-là. Ça, c'est entre vous et l'établissement client. Voilà, et puis toujours cette petite mention, si on est au moment de la signature du PV, on n'a pas tout disponible, on ne bloque pas cette signature-là. Autre flux, au cas où il y en a un autre derrière, je ne me souviens plus. Le flux entrant, c'est-à-dire tout ce qui arrive par MS Santé et qui a vocation à être intégré automatiquement en cas de DNS qualifié, etc. Je ne fais pas le détail. Vous le connaissez. Dans ce cas-là, pareil, même principe. Le format imposé par la vague 2, la possibilité d'avoir un logiciel unique, un format différent si c'est le même, si c'est le même logiciel, etc. Et si jamais on n'a pas la PFI à jour, on a le droit aussi de dire que c'est pas terminé. Voilà pour la partie flux. Je ne sais pas si on s'interrompt sur les flux à ce stade. Est-ce que tu peux remettre la première slide des flux parce qu'il y a la remarque sur les RI, sur le fait que donc elle est du fait du flux IHEPAM avec la partie consentement, la consultation de mon espace santé. Il y a la question de ou si autre flux, si les RI et DPI sont portés par le même logiciel. Nous, ce qu'on vient vraiment pouvoir effectivement voir, c'est que si l'établissement a choisi de pouvoir le mettre en œuvre, alors cet élément est bien vérifié. Évidemment, ça correspond aussi aux éléments du bon de commande qu'on n'a pas rappelé ici, mais qui est selon le choix de l'établissement. Nolwenn, c'est la partie qu'évoquent les participants dans le chat. Voilà. Exactement. Donc là, quand on n'a pas le flux, on est dans ce dernier cas, là uniquement dans le cas où la fonctionnalité est fournie par un autre éditeur. Je ne peux pas vérifier. On ne peut pas considérer que l'éditeur du DPI ici est bloqué sur des éléments sur lesquels il n'a pas la main. C'est ce qu'on a construit au travers de ces PV. Je reprends du coup sur la partie fonctionnalité, il n'y avait pas d'autres remarques. Donc, dans le cadre des DPI, donc les fonctionnalités Ségur qui ont été identifiées comme devant être validées par le PV, au travers du PV pilote, par les établissements pilotes. Donc là, on n'est plus sur une notion de dépendance avec d'autres logiciels. Alors, on est sur, alors je ne sais pas si je vais tous les lire un par un, parce que ça va être un
va pas être très intéressant, mais on a identifié les principales thématiques de fonctionnalité dans le cadre du Ségur pour avoir un panel, en fait, une vision globale de l'ensemble des fonctionnalités telles qu'ils sont attendues, avec les points particuliers qui nous semblaient importants de mettre en évidence et de valider dans le cadre de ces installations. On s'est aussi appuyé sur des choses qu'on a vues par rapport à des remarques qu'on a pu entendre ou des difficultés en Vagune. Voilà, donc on est sur l'authentification double facteur et derrière le mode R, l'accès au DMP en mode R, les statistiques, bien sûr, et puis tout ce qui est, alors, autour de l'accès au DMP, donc je ne détaille pas, mais toutes les fonctionnalités et particularités qu'il faut savoir gérer, telles qu'elles sont décrites dans les exigences au niveau consentement, au niveau confidentialité. Et puis ensuite, l'intégration de documents. Alors, on a donc, pour pouvoir décorréler de l'installation d'un PFI, parler ici uniquement d'un port manuel de documents CDA par rapport aux fonctionnalités utilisées dans les métadonnées. Et puis, l'affichage dans le DPI. Je ne sais pas si, oui, les slides seront disponibles. Est-ce que vous avez, je regarde s'il y a des questions par rapport à cette slide-là. Non, c'est des... Il y a juste une question qui revient un peu sur la partie principe global. Et donc, je pense que c'est important de l'apprendre. Il y a une question sur pour un logiciel portant le DPI et la PFI, faut-il 6 établissements pilotes? Et donc, c'est là qu'on a répondu sur cette première question du chat, c'est qu'un même établissement peut être établissement pour le DPI et pour la PFI. Donc, en gros, par solution, il y a bien 3 clients qui doivent avoir signé, mais au total, ça peut être les mêmes. Voilà, par rapport à pour des solutions qui sont systématiquement avec d'autres éditeurs, c'est une des raisons pour lesquelles avec Nolwenn, on a fait attention à ces interdépendances qui existent, qui avait été arbitré de façon globale pour permettre l'ensemble de ces éléments au sein entre DPI et PFI au niveau du Ségur, qui a déjà été des expériences de la Vagune. C'est d'ailleurs pour ça, entre parenthèses, qu'on a mis des calendriers différents, parce que c'est ce qui avait été demandé en Vagune aussi, suite aux expérimentations. Et donc voilà, l'orchestration de la vérification de ces établissements, elle est forcément nécessaire pour que les choses marchent, mais dans certains cas, qu'a présenté Nolwenn et qu'on continuera de présenter dans la partie PFI, notamment sur la partie pilote qui conditionne le déploiement du reste, le PV peut être validé. Après, ça vous engage quand même, à partir du moment où il y a la prestation, à faire que à la fin des fins, du bout du bout, que l'ensemble des éditeurs avec l'établissement font que l'ensemble de ces fonctionnalités marchent. Alors, j'avance. Quelques éléments, alors d'autres fonctionnalités sur le PV pilote DPI toujours, mais qui là sont sous réserve de l'installation de la PFI. Donc c'est bien un bloc différent dans le PV, où là on constate le fonctionnement les fonctionnalités liées aux flux mis en place en interaction avec la PFI. Donc, ceux-là ne pourront, et c'est bien sous réserve, c'est bien identifié comme ça dans le PV, sous réserve de l'installation d'un PFI compatible, on demande dans ce cas-là à l'établissement de valider l'ensemble de ces fonctionnalités sur la partie envoi donc vers la PFI DMP MSS, sur la partie réception par MSS, donc en intégration dans le DPI, si on a une INS qualifiée, si on n'a pas d'INS qualifié, et puis ensuite la façon dont c'est affiché au niveau du DPI pour les utilisateurs.
Voilà pour cette partie flux et fonctionnalité spécifique à la partie PV pilote DPI. Je vous propose de passer à la partie PV pilote PFI, donc qui, elle, voilà, concerne l'ensemble des flux que vous voyez ici sur cette diapo et que vous connaissez très certainement par cœur. Voilà. Donc, en termes de flux, on est là sur. Alors, c'est toujours pareil. Quand il y a interaction avec une autre brique fonctionnelle, on est toujours sous réserve de l'installation de l'autre brique fonctionnelle. Donc là, on est sur la sortie, donc envoi vers le DMP et intégration, enfin réception des flux reçus par mes santé. Donc là, on n'est pas sur une interaction avec un autre sur la partie, on est vraiment sur la partie extérieure PFI, donc pas d'interaction avec le DPI. Donc ça, pouvoir être constaté à partir d'un flux qui vient en entrée dans la PFI. Sur les autres flux, et là on retrouve le même principe que tout à l'heure sur le DPI, flux entrant depuis la fonction DPI vers la PFI, donc ce flux interne au système d'information, soit il a été mis en place, on constate qu'il est bien mis en place, soit il n'est pas mis en place, enfin il est mis en place mais pas dans le format HL7V2, ça marche aussi et ça dépend du contexte de l'établissement. Bien sûr, et puis soit le DPI n'est pas installé, à ce moment-là, on ne peut pas constater de bout en bout le bon fonctionnement du flux. Pardon, je lisais la question en même temps, je vais finir cette diapo avant de traiter la question. Donc là, c'était sur les deux documents depuis le DPI vers la PFI, et puis le deuxième sur cette diapo, on est sur un flux depuis la PFI vers la fonction DPI, tout ce qui est en réception tout ce qui arrive par messagerie sécurisée de santé et qui doit être transmis au format HL7 au DPI pour intégration automatique des documents dont on parlait tout à l'heure et rattachés, qui seront ensuite visibles dans le DPI, dans le dossier patient, pour chacun, enfin avec INS qualifié, etc. Voilà pour cette partie-là. Et j'ai une question dans le chat. Sous réserve égale non renseigné si pas de PFI compatible ou pas de. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que on renseigne qu'il n'y a pas de PFI compatible ou de DPI compatible qui permettent de constater le fonctionnement, enfin de la réalisation de ces fonctionnalités ou de ces flux en fait. Clara, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Non, c'est bien ça. Et donc, c'est bien ça. C'est tout ce que tu évoquais de la complexité que je rappelais tout à l'heure. C'était que à la fois, donc, les pilotes, ils viennent acter la bonne installation. Donc, pour pouvoir le vérifier, il faut quand même qu'il y ait des éléments qui soient vérifiables. Donc, c'est pour ça que derrière, il y a aussi des fonctionnalités où on a pu distinguer ce qui permet de le faire ou ce qui ne permet pas de le faire. C'est tout ce qu'on a vu sur la Vagune qu'on a essayé de mettre ici au mieux, tout en ayant à l'esprit qu'à la fin, il faut que ça puisse évidemment fonctionner pour que les établissements puissent bénéficier de ces prestations et fonctionnalités. Donc, c'est tout l'exercice. Voilà. J'avance au niveau fonctionnalité sur la partie PFI. Il est évident que sur un outil plus technique que le DPI, en termes de fonctionnalité à constater, on va être sur des choses plus techniques et avec une liste moins longue que sur le DPI. Donc, on s'est concentré sur la notion de traces qui doivent être générées au sein de la PFI. Et puis, là aussi, sur les statistiques qu'on doit pouvoir également générer à partir de la fonction PFI. Donc tout ça, on n'a vraiment rien sorti d'ailleurs que dans les REM, les DSR. Sous réserve, là aussi, on a cette brique-là sous réserve de l'installation d'un DPI compatible. Donc
Si le DPI est compatible, alors on peut constater ça. Si le DPI n'est pas compatible, alors si on n'a pas les moyens de le constater à cause de la version du DPI qui ne permet pas de constater ça, alors on ne peut pas les cocher puisque il n'y a pas l'installation technique qui permet de le faire côté DPI. Voilà, et compatible ne veut pas dire référencé Ségur. Un DPI peut être en mesure de le faire et permettre de constater ces fonctionnalités-là. C'est pour ça qu'on parle de compatibilité. Et souvent, ça va être effectivement la version Ségur qui va permettre d'aboutir au constat de ces fonctionnalités, à la mise en place des flux, au constat des fonctionnalités qu'on a ici. Donc, voilà, le sous réserve, et si ce n'est pas possible, ça n'empêche pas le PV. Parce qu'on est bien conscient que comme le PV est également est une condition pour l'ensemble des autres demandes de financement, c'est bien nécessaire de le faire ainsi. Voilà. Je continue sur les fonctionnalités au niveau PF. Tu veux que je ferme la loi? Ouais. C'est l'hiver qui arrive. Donc, Nolwenn a présenté la partie sous réserve. Donc là, on est sous réserve de l'installation d'un DPI compatible avec les éléments que vous connaissez de la VAG1, avec donc pour l'envoi des documents de santé en format, on l'a pas rappelé ici, mais CDA et PDF vers le DMP et via la messagerie sécurisée de santé. Et donc pour la partie DMP, on retrouve l'envoi de au moins 10 documents de santé envoyés au DMP et on retrouve des éléments qui ont été rajoutés dans la vague 2 qui sont le fait que la fonction PFI relance automatiquement les processus d'envoi au DMP en cas d'interruption et de rupture de connexion avec le DMP, qui est une des fonctionnalités ajoutées du fait des observations de la vague 1, et le fameux accusé de réception aussi après envoi d'un document, qui sont les deux éléments de la mise à jour du flux. Ensuite, pour la MS Santé, l'envoi de 10 messages envoyés à des professionnels de santé et l'accusé de réception de l'envoi par messagerie sécurisée de santé. Donc ça, c'est les fonctionnalités qui sont effectivement sous réserve de l'installation d'un DPI compatible du fait du flux. Et ensuite, sous réserve de l'installation d'un DPI compatible et que le fournisseur est différent, là encore, toujours dans toutes les préoccupations qu'on a dites juste avant, alors, on a quand même identifié le fait que la fonction PFI pouvait identifier les courriers reçus dans la boîte aux lettres applicative et créer le flux HL7 et que du coup mentionner via cette cause à cocher qu'à la date de signature, la solution PFI a bien été installée avec des éléments qui ont été vérifiés, mais que l'ensemble des flux décrits dans les précédents chapitres et les fonctionnements des fonctionnalités ne peut pas être mis en œuvre puisque la fonction DPI n'est pas compatible, n'est pas encore mise à jour. Donc comme ça, c'est bien écrit, noir sur blanc, dans le PV pilote. Avec certaines conditions. Et enfin, du coup, Nolwenn, tu as retrouvé ta voix ou je poursuis? Vas-y, j'ai retrouvé ma voix, mais tu peux poursuivre. Okay. Je regardais juste, il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat. Il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, on vous a dit qu'au début du PV, il y a des éléments communs et à la fin du PV, il y a également des éléments communs, mais qui sont plus qualitatifs à titre d'information, notamment pour nous et pour à la fois l'établissement et l'éditeur. C'est un retour sur le calendrier prévisionnel de la réalisation de l'ensemble des prestations. Comme ça permet aussi d'écrire les éléments. Ça ne viendra pas impacter la validation du PV et le nombre de séances de formation qui ont été réalisées avec les différentes dates et des types de personnes. Quand on dit et nombre de personnes qui ont été formées lors de ces séances, c'est un des éléments qui est souvent revenu en vague 1 et qui était intéressant d'avoir dans ce PV pilote, mais qui n'impacte pas la validation du PV.
Et enfin, il y aura évidemment dans le document Word la partie commentaires qui permet de spécifier un certain nombre de points, notamment les prestations que l'établissement a choisi de faire lui-même. Et on s'arrête à 11 heures, je crois. Non, Cinq. On a mis 1h30. Donc on peut... Ah, 1h30. Ah, bah, d'accord, super. Bon, donc on peut passer à la partie contact et documentation disponible et ensuite ouvrir pour les réactions et questions de vive voix. Parfait, ça me va. Et on va donc laisser la parole à Fabien. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, on souhaitait vous remettre un petit peu en visibilité les services d'assistance et la documentation qui est disponible au sein de l'ANS et qui est dédié aux industriels, à savoir qu'un panel de services est à votre disposition à partir de votre espace authentifié. Donc, vous avez bien évidemment un point de contact qui est dédié au travers d'un gestionnaire, ce qu'on appelle chez nous un gestionnaire clientèle, qui est un process effectivement peut-être un petit peu plus industrialisé que celui que vous avez l'habitude d'utiliser, puisque on a très souvent eu des échanges en direct lors de la vague 1 du Ségur, et très certainement on continuera également à en avoir dans la vague 2, mais il faut savoir que vous avez la possibilité de nous solliciter directement par ce biais-là, et nous sommes bien sûr à votre disposition pour toute assistance ou questionnement ou difficulté ou problématique. Il faut savoir que ce service est véritablement dédié à cela. Alors, de là découle en fait tout un panel de services. Vous pouvez consulter bien sûr le suivi, l'historique de vos demandes. Vous avez accès à un calendrier. Vous avez accès à une fac également dédiée à votre couloir et personnalisée en fonction des services, des thématiques qui peuvent vous intéresser. Vous avez les accès directs, notamment à Convergence pour la partie référencement, un raccordement également ProSanté Connect, un accès direct à l'Observatoire de la e-santé, et également à l'échelon européen, un accès dédié pour activer l'API Césali et une vision globale de l'état d'avancement de votre référencement aussi au sein de l'ANS dans la mesure où vous candidatez sur la vague 2. On peut passer à la slide suivante, Nolwenn. Oui, pardon, voilà. Auprès de l'ASP, vous avez aussi deux nouvelles fonctionnalités qu'on a souhaité vous mettre en avant. La première, c'est un simulateur privé JSON qui là va vous permettre de vérifier un peu plus l'intégrité de vos fichiers normés, de procéder à des contrôles de format, de caractères, qui va réduire bien drastiquement le nombre d'erreurs et les chintes portails que vous pouvez avoir, que vous avez peut-être pu rencontrer précédemment. Et également, une autre fonctionnalité intéressante pour vous, c'est de vérifier l'intégrité et la recevabilité des modèles de documents qui vous seront demandés pour pouvoir candidater lors de la vague 2. On peut passer à la slide suivante. Et également, on vous rappelle toute la documentation disponible auprès du site de l'ASP. Le lien et les modèles de JSON, les modèles de pièces justificatives et les guides utilisateurs. Et j'en profite également pour vous préciser qu'on animera très prochainement, et vous serez conviés à un webinaire de concert avec les services de l'ASP pour justement rentrer un peu plus dans ces détails sur l'ensemble des phases, à savoir les phases d'enrôlement, les phases d'avance et les phases de solde. Tout ceci sous format de démonstration pour pouvoir vous permettre de déposer tout cela de la meilleure façon qu'il soit et avec le moins de difficultés possible. Et donc voilà, pour en terminer là-dessus, trois bonnes pratiques. C'est d'anticiper vos demandes, d'utiliser la documentation et solliciter le support. Ne surtout pas hésiter, nous sommes là à votre disposition. Et bien évidemment, consulter la FAQ qui peut aussi vous orienter, vous aiguiller si besoin. Merci beaucoup. Merci. Vous verrez dans le replay aussi qu'on a un petit questionnaire qu'on vous invite à remplir. C'est juste, en fait, l'intérêt à ce stade de ce questionnaire, c'est vraiment de savoir sur quelle thématique vous avez besoin qu'on organise de nouveau des webinaires ou qu'on revienne sur certains points explicatifs, que ce soit sur la phase référencement, la phase financement ou certaines exigences, le contenu de certaines exigences, preuves ou autres, quel que soit le sujet
autour de cette vague 2. Nous, on a fait pas mal déjà de séances questions-réponses avant l'été. Vous pouvez avoir besoin de... on va en réorganiser, on peut en réorganiser, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur quoi, pour focaliser sur les bons sujets par rapport à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce lien qui est dans la présentation pour le compléter et nous faire passer vos messages. Et du coup, nous avons fini avec le support. On va proposer de reprendre les questions qui ont été posées. Alors, une Manuel, première... peut-être la dernière, parce que du coup, elle reprend pour tout le monde. C'est une des slides de toute première. C'est les dates, les dates limites. Je pense qu'avant que peut-être d'autres personnes partent, s'ils ont des contraintes à 11 heures, voilà. Ici, donc, la TD au 16 mai et la date limite du dépôt de dossier de référencement au 19 novembre. C'est ce que tu précisais, Nolwenn. Mais la question, je te la dis à l'oral pour tout le monde, c'est la date limite de dépôt de preuves. Il semblerait, est-ce qu'on se soit, c'est la date limite pour avoir déposé le dossier complet de référencement. Alors attendez, comme il y a pas mal de dates, nous, on va faire une petite vérification, mais... Ouais. Alors moi, du coup, je peux pas parce que j'ai mon écran Oui. pris dans la présentation. Alors attendez, on est bien sur la date limite de dépôt du dossier administratif le 19 novembre. Et ensuite, la date limite de dépôt d'un dossier complet de preuves, c'est le 18 juin 2025. Et ensuite, oui, il y a peut-être une petite... un petit décalage là. Alors, attendez, parce qu'il y a aussi côté TPI et PFI. Alors, peut-être on a mis les dates... oui, là, on a les dates que d'un des deux. Hein. Faut vérifier oui. Alors, attendez, le temps que ça charge, mais voilà. Voilà, exactement. Donc, il y en a un, c'est... Là, je pense que ce qu'on a affiché, c'est les dates les plus proches, qui donc sont celles de la partie... Oui, c'est pas exactement les mêmes dates pour les deux. Donc, on pourrait faire deux slides. Ouais, on n'a pas reprécisé à laquelle se rattachait. En fait, on s'est ce qu'on voulait, c'était bien rappeler le mécanisme et la limite du 19 novembre qui est la même pour tout le monde. Mais on reprécisera ça dans le support avant la mise en ligne. Bon, et donc peut-être je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, hein, mais il y avait beaucoup de questions de pourquoi on avait choisi de faire ce décalage de date, que ce soit sur la partie référencement, mais surtout sur la partie déploiement. C'était suite à la vague 1 où il y avait besoin d'une installation aussi du DPI avant de pouvoir faire la validation côté PFI, et que comme on avait la même date pour l'ensemble, eh bien il y avait eu des remarques sur ça, et donc on s'est dit que effectivement c'était des bonnes remarques, donc on a proposé qu'on fasse ce décalage dans l'autre sens, avec donc les PFI d'abord, qui ont aussi, notamment sur la partie référencement, un nombre de fonctionnalités moindre, en tout cas moins conséquente que celle du DPI à développer, et donc de pouvoir faire en termes de calendrier d'abord la PFI et ensuite le DPI, même si c'est à la toute fin de la date hein, il y a ce décallage, pas au milieu, et donc l'ensemble des éléments peuvent être validés au début. Mais c'est un retour que vous nous aviez fait qui a amené à cet arbitrage sur le décalage. Mais après, sur l'ensemble de la démarche, on est juste à 3 mois. Hein. C'est pas sur l'ensemble du projet qui, du coup, la date de limite de dépôt de demande de solde, c'est en juin 2026. On a quand même pas mal de temps avant pour y travailler collectivement. Voilà, je pense que c'était important de reprendre par le début sur les dates. La remarque était bien vue. Et donc après, il y avait d'autres questions, Nolwenn. Ouais, je vais reprendre du coup, je remonte le temps. Je vais reprendre à la première qui a été posée, à laquelle on n'a pas répondu. C'était: le pilote peut-il être réalisé sur une pré-production d'un établissement? Alors, la réponse est très clairement non.
on est sur un environnement de production, mais que ce soit pour les pilotes ou que ce soit pour l'ensemble des VA, la prestation Ségur, elle se termine quand la solution est installée en environnement de production et le constat se fait en environnement de production. On n'est pas sur une pré-prod, on n'est pas sur le test. C'est très important d'avoir ça en tête. Et alors, encore moins les pilotes, enfin, il n'y a pas de encore moins, en fait, c'est personne. On est sur l'ensemble des constats de fin de prestation Ségur, on est sur des environnements production. Voilà pour cette question-là. Alors, il y a une remarque sur le sous réserve dans ce qu'on a mis. Et effectivement, on va revoir peut-être pour clarifier ça. On a vu puisqu'il y a eu deux questions sur ce sujet, que veut dire le sous réserve. Et on va peut-être revoir sur la formulation pour que ce soit bien clair. On est vraiment si soit c'est installé et je peux cocher les cas, soit c'est pas installé et je déclare que c'est pas installé, mais ça m'empêche pas de finaliser l'ensemble du PV pilote avec tout ce que je peux constater en l'état par rapport à l'absence de la brique fonctionnelle DPI ou RI ou PFI en fonction de ce qu'on est en train de signer. Et justement, par rapport aux dates, je n'avais pas vu, mais il y avait aussi une autre question sur la date limite de ces PV des sites pilotes. Voilà, on y arrive. C'est la question suivante. C'est bien, je te voilà. Clara. Non, mais justement, on n'en a pas mis. On a mis pour l'ensemble des VA, mais en fait, en fonction des éditeurs et des référencements de chaque éditeur, évidemment, ces pilotes seront différents. Donc, on n'a pas mis de date limite de ces PV. Nous, on les appelle PV plutôt que VA hein, pour les distinguer. Mais par contre, ils ne peuvent pas intervenir avant, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la demande d'avance et la demande de financement soit validée par l'ASP. Donc, voilà, en termes de séquencement, il y a d'abord, évidemment, le fait que la demande soit validée et ensuite, il y a les pilotes, le déploiement de la solution au sein de cet établissement-là, la période d'observation permettant de valider la stabilité de la solution. Et ensuite, le fait que ces PV puissent être signés et enchaînés avec les autres établissements et notamment les demandes de solde des autres établissements. Voilà, merci Clara. Et voilà, en fait, on pourrait dire, si on se réfère à la diapo affichée actuellement, que la date limite, ce serait peut-être quelques jours avant le 17 juin, parce que si ces 3 PV ces PV ils sont validés au niveau de l'ASP de l'ANS, bon, il faut qu'ils soient validés pour que vous puissiez déposer les autres VA. Donc, évidemment, ça ne peut pas être le 17 juin, parce que vous n'aurez pas le temps de faire valider vos PV avant de pouvoir déposer les autres VA. C'est la seule limite, en fait. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions sur le nombre de formations. Pardon? Il y a une question sur le nombre de formations dans la partie à titre informatif. Il y a une question toute simple qui est de dire pourquoi pas 0 ? Certains établissements ne souhaiteraient pas de formation sur ces fonctionnalités pour diverses raisons, qu'ils soient suffisamment experts ou que le support d'accompagnement de l'éditeur est suffisamment riche avec des documents, des vidéos, de l'e-learning. Nous, on a mis qu'il y était effectivement parce que c'est quand même dans la prestation est inclus le fait de pouvoir faire une séance minima de formation. On pourrait mettre un élément de commentaire, Malouane, en disant l'établissement a choisi qu'il n'y ait pas de séquence de formation, mais en même voilà. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit de la prestation. Ah, on a une remarque très intéressante. Alors, c'est pas exactement dans ce sujet-là. Avant de prendre peut-être ta remarque, Pierre, sur la notion de consentement et l'évolution des preuves avec ce consentement. Et je pense, est-ce qu'on a d'autres questions sur le contenu de ces PV pilotes? Si vous voulez prendre la parole, allez-y. Vous devez pouvoir activer vos micros.
si pas de questions. Notamment, Nolwenn, il y avait une question là, sur le fait qu'on ne les avait pas envoyés en amont. C'était aussi parce que là, vous faites des retours qui sont très intéressants. On fait cette présentation et vous faites des réactions qui, notamment sur le sous-réserve, est intéressant à prendre et à adapter, à clarifier. Donc voilà, n'hésitez, s'il y a d'autres remarques sur ce point-là, vous voyez. C'est un exercice qui, je pense, vous le voyez bien, n'est pas facile, à la fois en termes de on veut atteindre nos objectifs collectifs, que ces prestations fonctionnent, et en même temps avoir ces conditions où certaines fois ça ne pourra pas le permettre. Alors, du coup, oui, d'autres questions. Ouais, sur la question du HL7 en vague 2. Alors, en fait, on peut ne pas avoir des flux non HL7 en vague 2, mais sous réserve de... Alors, je vais pas mettre sous réserve. Ça dépend des conditions d'installation dans l'établissement. C'est-à-dire que, bon, déjà, nous n'imposons pas, c'est-à-dire que votre client, l'établissement, peut décider qu'il a un flux en place et qu'il ne veut pas y toucher. Ça, c'est son droit dans tous les cas. Ensuite, mais s'il veut avoir ce flux HL7, alors vous devez lui installer. Et dans tous les cas, vous devez être référencé avec ces flux-là auprès de l'ANS. Donc, vous êtes en mesure de les proposer. Et si votre client les demande, souhaite qu'ils soient installés, ils doivent être installés. Si son choix est de ne pas les installer, alors il a le droit. Si votre installation chez un client fait que c'est une brique unique, votre DPI est complètement, par exemple, intégré au référentiel identité ou à la PFI, le flux correspondant, en fait, dans ce cadre-là, il ne va pas exister parce qu'on attaque la même base, en fait, et qu'il n'y a pas de flux HL7 à l'intérieur de votre solution qui remplit les fonctions DPI et qui remplit les fonctions PFI ou référentiel d'identité. Et dans ce cas-là, ce n'est pas justifié, bien évidemment, d'aller mettre un flux HL7 au milieu d'une brique d'un logiciel qui est un tout et qui n'a pas de flux en ce sens-là dans l'installation. Mais si on n'est pas si on est sur deux logiciels distincts et que l'établissement dit moi je veux mettre tout en HL7 pour tout normaliser, etc., alors vous devez obligatoirement installer ces flux HL7. Voilà, j'espère que j'ai répondu clairement. On a une autre question sur la temporalité de signature. Et là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on n'a pas nous, on n'a rien imposé sur les dates de signature. En revanche, si vous les faites signer, elles ne pourront pas être transmises à l'ASP tant qu'on n'aura pas validé les PV sur la solution logicielle en question. Notamment parce que ce qu'on a dit au tout début du webinaire, c'est que ces procès-verbaux de pilote, ces PV pilotes, font office, on est bien d'accord, Nolwenn, de VA pour l'établissement, donc de signature de VA. Et après, donc, il y a la demande de financement avec le GISON auprès de l'ASP qui sera commun, mais donc il n'y a pas besoin de nouveaux documents type VA pour les pilotes. C'est ça que peut-être on peut rappeler. Donc, on a le bon de commande auprès de l'établissement, la demande de financement avec le versement de l'avance auprès de l'ASP. Une fois que c'est validé, on peut ensuite recevoir côté ASP également les demandes de solde une fois que ces PV-là auront été signés. Et après, les autres demandes avec les VA et les autres demandes de financement peuvent être ensuite déposées auprès de l'ASP. J'espère que ce point-là est vraiment très important à comprendre sur la temporalité de l'ensemble de ces cas. C'est l'objet des précédentes slides au tout début. Je ne vois pas d'autres questions. On peut revenir sur le recueil de la non-opposition. On se dirige vers le recueil d'un consentement et des preuves de ce consentement.
Alors oui, effectivement, on a souhaité s'aligner sur la décision du Conseil constitutionnel et les termes utilisés dans cette décision pour l'intégration de ces informations-là dans les DPI. Je ne sais pas si Clara, tu veux en dire un mot pour compléter, mais sachez que le fichier des exigences a été mis à jour en ce sens hier soir sur le site de l'ANS. Donc, il y a toute une communication qui va lancer. On avait annoncé antérieurement que les travaux étaient en cours et le fichier est en ligne. Oui, d'ailleurs, il y a une autre question sur un autre sujet, mais en gros, vous avez sûrement dû suivre un petit peu cette actualité. À l'été, il y a donc le Conseil national de l'ordre des médecins qui a, du coup, même un petit peu avant, fait du coup un recours sur une des réglementations autour de mon espace santé et sur l'accès des professionnels à mon espace santé. Et donc, le 12 septembre a été rendue la décision du Conseil constitutionnel qui valide qui valide la conformité de cette réglementation de l'accès de l'ensemble des professionnels de la prise en charge à mon espace santé lorsqu'ils sont effectivement pertinents. Donc cette décision s'appuie énormément sur le fait qu'il y ait ce terme de consentement et de l'information du patient à la consultation de mon espace santé. Et donc, alors on n'avait pas prévu aujourd'hui de vous faire toute la présentation qui fera l'objet d'une séquence particulière, un webinaire dédié sur l'ensemble de ce sujet auquel vous allez être évidemment conviés pour expliquer les raisons de ces éléments-là qui n'existaient pas au moment où on a publié l'ensemble des documents réglementaires. Cette décision, en termes d'approche, effectivement, l'arbitrage a été de s'orienter finalement vers le consentement, le terme de consentement. En termes opérationnels, et vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans ce qui a été diffusé dans la nouvelle version du flux HEPAM. En termes opérationnels, la coche demandait sur est-ce que le patient a bien été informé de la consultation du DMP, elle reste exactement la même. Il fallait une action. Patient ou professionnel de santé ou personnel administratif ou en tout cas quelqu'un de l'établissement ou un système qui permettent de valider que le patient était bien informé de la consultation de son DMP. C'est cette coche-là qui est... et donc le webinaire précisera l'ensemble de ces éléments-là. C'est juste un teasing. Pourra être évalué en disant que ça sera donc informé et consent à la consultation du DMP. C'est-à-dire que on est vraiment en termes techniques et en termes de coche, c'est exactement la même chose. Par contre, effectivement, en termes d'affichage IHM avec le terme consentement et dans la posture adoptée auprès du patient, c'est là que cela évolue. Mais voilà, donc on voulait donc on planifie un webinaire complet sur rappeler à la fois la réglementation, les évolutions et concrètement comment ça va se passer, sur lequel on vous invitera. C'était pas l'objet ce matin de notre webinaire. Voilà, c'est vrai que surtout sur la partie hôpital, sachant que peut-être je peux vous rassurer, on a d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas encore envoyé l'invitation, Nolwenn, mais il y aura un webinaire de rétexte de l'expérimentation en cours sur la consultation DMP qui sera disponible à participer à distance au mois de novembre.
dans quelques temps, j'ai plus la date en tête, mais qui montrera, je voulais vous partager parce qu'effectivement, il y a quand même une forte adhésion des professionnels de santé. Donc nous, je pense qu'on était collectivement convaincus, mais les professionnels de santé, c'était aussi encore à voir quel était le niveau d'adoption. Et en fait, ces professionnels de santé, en fait, quand ils sont devant le patient, c'est en tout cas dans les configurations actuelles, hein, c'est bien cette approche qu'ils adoptent. Voilà, je termine là sur ce petit teasing de la suite parce qu'effectivement, l'objet de la réunion était plutôt sur la partie pilote, sachant qu'il y a une dernière question qui n'était pas en lien avec le pilote et donc que je prends tout de suite parce que c'était un point important. C'était sur l'envoi par messagerie sécurisée de santé aux professionnels de santé. On a toujours dit que c'était que l'IMS était demandé au maximum pour notamment à partir du moment où il y a un document, que le document de santé soit référencé avec une INS qualifiée à partir du moment où l'établissement a bien qualifié son INS, mais que la messagerie sécurisée de santé a pour vocation de partager les documents et les informations de l'ensemble des patients. Et donc, il y avait déjà dans les tout premiers référentiels le fait que ça ne puisse pas être avec uniquement une IMS qualifiée. On l'a rappelé dans les DSR et on le redit assez régulièrement. La messagerie sécurité de santé, elle n'est pas que pour les patients avec IMS qualifiée, même si c'est fortement recommandé. Parce que sinon, cette messagerie, cette MSS ne serait uniquement utilisée pour les personnes avec INS qualifiée et pas tous les autres. Et donc, on reste sur des moyens non sécurisés pour tous les autres. On revient sur les sujets de pilote. Alors, on a de nouveau une question alors ça déborde un peu du sujet pilote, mais bon, on va dire qu'on est quand même dedans. Comment seront gérés alors les sites non HL7VA2 sur les sujets du contexte vague 2, ZAM, MDN, ACK? Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Si ce n'est pas du HL7 qui est installé, les fonctionnalités liées au flux installés doivent rester les mêmes. C'est-à-dire que nous, on a décrit les flux tels qu'ils doivent être en HL7. Si c'est pas du HL7, si on est par exemple sur un logiciel, pas des logiciels distincts, donc il n'y a pas cette notion de flux, il n'empêche que derrière, les fonctionnalités pour les utilisateurs doivent rester les mêmes et on doit pouvoir traiter notamment tout le sujet MSS avec l'intégration automatique ou les rejets quand on n'a pas l'INS qualifié, etc., de la même façon que c'est décrit à l'aide des flux HL7. Donc là, c'est sûr que si un hors flux HL7, on n'a pas les mêmes fonctionnalités, ça ne vaut pas, ça ne marche pas. Une autre question sur le fait que est-ce que le système de pilote sera appliqué pour le couloir médico-social de façon générale sur les autres couloirs. Il y a des éléments qui sont repris et des éléments qui vont évoluer. Nous, là, on peut pas, tant que c'est pas publié ou que les éléments sont pas communiqués par les pilotes des autres task force, on peut pas dire que ce sera appliqué ou non. Nous, ce qu'on a en tout cas observé, c'est qu'au niveau de l'hôpital, c'était très important d'avoir ces dispositifs pilotes par rapport aux enseignements que l'on a tirés de la vague 1, et d'où le fait que l'on fait ce webinaire, et on en fera peut-être d'autres à votre demande. Mais voilà, ce système de pilote, il faut voir. Ça dépend aussi de ce qui s'est passé sur la vague 1 et des enseignements. J'avoue que je n'ai pas l'information sur particulièrement le couloir médico-social. Mais je me renseignerai. Je ne sais pas s'ils en sont à ce stade encore. Pour l'instant, le médico-social, on est encore dans la finalisation de la vague 1. Voilà, exactement. Et on a une dernière question sur la possibilité d'avoir les doc-types. Oui, donc c'est ce qu'on disait en début de session. Tout ça sera mis en ligne sur le site de l'ASP très, très, très rapidement. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions que vous nous avez posées.
On espère que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant. En tout cas, vous en savez plus qu'au début de ce webinaire. Bien sûr, on reste à votre disposition et via tous les moyens les plus pratiques que vous a décrit Fabien tout à l'heure pour répondre à vos questions, à tout ce qui serait pas clair pour vous aujourd'hui et tout ce qui pourrait vous bloquer, que ce soit sur ce sujet pilote, mais sur l'ensemble également des dispositifs concernant cette vague 2. Voilà. Et on vous souhaite une bonne journée et un bon week-end prolongé pour ceux qui peuvent profiter de ce week-end de 3 jours. Et n'oubliez pas le questionnaire que nous Nolwenn dans le chat. Voilà, s'il vous plaît, merci, ça nous aidera. Et ça vous aidera du coup, parce que ça évitera de se tromper de sujet. Merci et bonne journée.